Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. En ce début d'année 1998, Michael continue de travailler. Il enregistre notamment la maquette d'une chanson intitulée What More Can I Give en duo avec Luciano Pavarotti. Malgré une envie de revenir rapidement au top avec un nouvel album, Michael va se perdre dans différents projets et associations diverses. Le 3 avril, Debbie Rowe donne naissance à Paris Michael Catherine Jackson. Michael Jackson devient papa pour la seconde fois. Le 21 avril, l'équipe de Black and White Magazine, Laurent Hopman, Christophe Boulmé et Julien Derain, s'offre un entretien exclusif avec le roi de la pop. L'interview sera publiée dans le prochain numéro du magazine, début juin. Il apparaît clairement, au vu des propos de Michael, qu'une certaine tension règne entre les dirigeants de Sony Music et le chanteur depuis le choix de la maison de disques d'imposer de sortir Blood on the Dance Floor et les remixes qu'il contient. Dès le mois de mai, exit Kingdom Entertainment, Michael Jackson est à la tête d'une nouvelle entreprise, JB Enterprises Worldwide. Il est alors associé à Don Barden, un financier qui a fait fortune dans la construction et la gestion de casinos. Ainsi, durant la majeure partie de l'année 98, les deux hommes parcourent le globe et les États-Unis à la recherche d'endroits pour y implanter leurs nombreux projets. Des projets de parcs d'attractions, d'hôtels, de casinos et plusieurs investissements immobiliers hasardeux qui ne verront jamais le jour. Le 17 août, Disneyland Paris, le dernier parc à diffuser Captain EO, le retire officiellement pour le remplacer par un nouveau film, Chérie, j'ai rétréci le public. Plus aucun parc Disney ne diffuse Captain EO, sortant ainsi, en toute discrétion, Michael de l'univers Disney. Outre les effets visuels qui datent quelque peu, les accusations pour pédophilie dont a été victime Michael ne sont pas anodines dans le choix de retirer Captain EO des parcs Disney. Michael se fera très discret pour le reste de l'année. Professionnellement, Michael reprend tout doucement la route des studios. À la mi-octobre, il commence à enregistrer quelques chansons pour un nouveau projet et on parle déjà de la sortie d'un nouvel album pour 1999, mais rien n'est moins sûr. Les rumeurs vont bon train en ces mois de silence radio. On évoque même la possibilité de la reformation des Jackson 5 pour un nouvel album. C'est Jermaine Jackson lui-même qui confie l'info à un journaliste. Là encore, rien n'est moins sûr. Le 8 novembre, après plusieurs années de débâcle judiciaire sur le reportage et les photos prises par le quotidien britannique Daily Mirror en 92 lors d'un concert du Dangerous Tour, Michael obtient gain de cause et oblige le journal à faire des excuses publiques. À la mi-décembre, Michael visite le studio Hit Factory et y retrouve Janet, Teddy Riley et Lisa Marie, avec qui il entretient encore et toujours de bonnes relations. Il discute notamment avec Teddy Riley de quelques idées pour un nouvel album. Au cours du mois de février 1999, Michael contacte Carol Bayer-Sager, une compositrice, auteure et interprète américaine qui reçut un Oscar en 1982 avec la chanson Arthur Thème, tirée du film Arthur avec Liza Minnelli et Dudley Moore, pour lui demander de travailler avec lui sur de nouveaux titres pour un éventuel nouvel album. Rapidement, Carol Bayer-Sager suggère à Michael de prendre contact avec un jeune producteur R&B qui fait des merveilles en cette fin de décennie, Rodney Jerkins. À son actif, il a déjà quelques tubes en poche, notamment The Boy Is Mine de Brandy et Monica en 1998. Outre Rodney Jerkins, dans la presse, de nombreux noms circulent sur les producteurs approchés par Michael pour son nouvel album. On parle notamment de Teddy Riley, qui travaillerait sur quelques idées de chansons, R. Kelly, qui avait déjà composé le tube You Are Not Alone et qui cherche à faire coup double avec une balade endiablée, Puff Daddy, qui aurait déjà finalisé un titre pour le roi de la pop, mais aussi de Jermaine Dupri, qui a composé quelques succès pour Mariah Carey, Usher, TLC, Babyface, le faiseur de tubes, Monica Mancini, une jeune chanteuse américaine, fille du compositeur Henry Mancini, Sisqó, leader du groupe Dru Hill, qui a connu son heure de gloire avec la chanson How Deep Is Your Love, thème du film Rush Hour, et Devant Swing, ancien leader et fondateur du groupe noir Joe Desi. Ajoutez à cela
La collaboration entre Carol Bayer-Sager, David Foster et Michael Jackson à l'écriture d'un projet qui tient à cœur au chanteur, la réalisation de la chanson du millénaire. Michael a à cœur de composer une chanson dont l'universalité puisse être utilisée comme thème pour le passage à l'an 2000. Mais pour l'heure, le projet est encore au stade embryonnaire. Michael a des projets plein la tête pour cette fin de siècle, et l'un d'eux serait de faire 2 concerts pour fêter le passage au nouveau millénaire. Le premier concert serait donné à Sydney à 22h le 31 décembre 1999, et le second, quelques heures plus tard, à Honolulu, toujours le 31 décembre à 22h. La prouesse est possible grâce au décalage horaire. Michael prendrait l'avion quelque temps après son concert de Sydney pour se rendre à Honolulu pour donner son second concert. Là encore, le projet est à considérer en tant que tel car même si Michael souhaite accomplir cette performance, il n'en reste pas moins difficile à exécuter sur le plan logistique. D'autres projets vont venir s'ajouter, plus concrets ceux-là. Le 20 mars 1999, c'est devant un public de fans survoltés que Michael Jackson apparaît dans l'émission la plus regardée d'Europe, Wetten das. Pour la seconde fois de sa carrière, Michael participe à cette émission. Cette fois, ce ne sera pas pour chanter, mais pour annoncer un événement de taille. Il vient y annoncer l'organisation de 2 concerts exceptionnels qui auront lieu à Séoul, en Corée du Sud, et à Munich, en Allemagne, baptisés Michael Jackson and Friends, What More Can I Give? Du côté des infos sur les prochains concerts Michael Jackson and Friends, on apprend notamment que Michael n'apparaîtra qu'à la fin pour interpréter 4 ou 5 titres, que durant le show, une sorte de téléthon sera mise en place afin que les téléspectateurs puissent faire des promesses de dons. Un compteur sera incrusté sur l'écran de télévision pour suivre l'évolution des donations. Et enfin, on a quelques idées sur les invités qui participeront au concert de charité organisé par le roi de la pop, notamment Mariah Carey, Boyz II Men, Andrea Bocelli, Slash, Patricia Cass, Scorpion, Vanessa Mae, Luther Vandross, Roberto Alagna, André Rieu, Zucchero, Spirit of the Dance, Boyzone, Old Sense et bien d'autres. Le 1er juin, alors qu'il doit participer à un concert de charité organisé par Luciano Pavarotti à Modène en Italie, Michael annule sa venue au dernier moment car son fils Prince est malade. Le ténor italien est très remonté envers la star américaine. De plus, ayant probablement mal interprété l'information, Luciano Pavarotti annonce au public présent lors de son concert que le fils de Michael Jackson est en train de mourir. La nouvelle fait l'effet d'une bombe et Debbie Rowe, quelques heures plus tard à la télévision américaine, se montre tout à fait rassurante sur l'état de santé de son fils. Un communiqué de presse officiel de MJJ Productions est également diffusé pour soutenir les propos de Debbie Rowe, affirmant que Prince est bien malade, mais pas au point de mourir et qu'il est bien sur la voie de la guérison. Le 21 juin, Michael Jackson atterrit à l'aéroport international de Gimpo à Séoul en compagnie de ses 2 enfants. La rumeur d'un duo entre Michael et Mariah Carey va bon train depuis quelques jours, d'autant plus que la liste des chansons que le chanteur interprétera sur scène vient d'être rendue publique. Il s'agit d'un medley façon MTV Awards 95, d'un duo avec Mariah Carey sur She's Out of My Life, Dangerous, Earth Song et You Are Not Alone. Le 24 juin, Michael arrive vers 19h au stade olympique de Séoul pour répéter la prestation qu'il fera le lendemain. Quelques surprises sont à prévoir pour les concerts. Même si le medley qui ouvre son spectacle est du déjà vu, Michael prépare une nouvelle mise en scène pour Dangerous. Il s'agit en vérité de la prestation que Michael aurait dû donner pour les concerts HBO en décembre 1995. Resté inédite jusqu'à présent, le numéro comprend une chorégraphie différente, de nouveaux costumes, une bande-son remaniée et plus de bruitage. En l'absence de Mariah Carey, Michael répète She's Out of My Life avec une choriste, mais décidera le lendemain de ne pas inclure le titre au spectacle puisque la chanteuse arrivera trop tard dans la journée pour pouvoir répéter la chanson avec Michael. Pour Earth Song, Michael prévoit un effet visuel grandiose. Il le surnomme lui-même le pont de non-retour. Il s'agit d'un pont placé devant la scène sur laquelle le chanteur monte durant la chanson. Sitôt le chanteur arrivé au sommet, la partie supérieure du pont doit se détacher pour s'élever dans les airs puis redescendre quelques instants plus tard à son niveau d'origine entre les 2 autres parties du pont. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Après les répétitions, Michael rejoint les autres artistes qui participeront au concert pour une soirée organisée dans un salon de l'hôtel Sheila à Séoul. Le 25 juin, c'est le grand soir. Alors que les artistes défilent sur scène, il est 21h30 quand Michael arrive au stade. Les 50 000 personnes devront encore patienter 3 quarts d'heure avant de voir leur idole. Malgré les nombreux problèmes techniques durant le concert, Michael arrive sur scène vers 22h15 sur les premières notes de Don't Stop Till You Get Enough.
Un projecteur l'illumine par derrière, faisant de Michael une silhouette qui s'avance vers le public tandis qu'il prononce les mots de l'intro de la chanson. Il enchaîne avec The Way You Make Me Feel, puis Scream, Beat It, puis Black or White avec Slash qui rejoint le chanteur sur scène. Tandis que les techniciens arrivent pour tenter de virer Slash de scène, Michael s'éclipse et se prépare pour le numéro suivant, Billie Jean. Tout comme pour les MTV Awards en 1995, c'est une version raccourcie qu'interprète Michael. Il enchaîne ensuite avec un nouveau numéro pour Dangerous, une prestation différente de celle donnée pour le History Tour et les diverses prestations données jusqu'ici à travers le monde. Après Dangerous, les écrans affichent un globe terrestre qui tourne. Tandis que Michael entame Earth Song, les écrans diffusent des merveilles de la nature et les désastres sur celle-ci causés par l'homme. Lorsque la musique monte en intensité, un pont s'élève devant la scène. 2 parties apparaissent de chaque côté et la troisième pointe du haut de la scène pour s'encastrer sur les 2 autres. Tout comme pour le History Tour, des figurants jouant le rôle de peuples victimes de la guerre investissent les lieux et font un rapide passage sur le pont. Alors qu'ils rejoignent la scène, Michael s'empare à son tour du pont suspendu. Tandis qu'il le gravit diligemment, des explosions éclatent derrière lui, le poussant à monter à son sommet. Alors qu'il est tout en haut, d'autres détonations se font entendre et le pont s'embrase tout d'un coup. Toujours au sommet du pont, Michael est soudainement projeté en l'air à plus de 15 mètres du sol. Rivé à sa plateforme métallique, Michael continue de chanter son angoisse pour la planète, puis tout revient rapidement à la normale. La partie supérieure redescend à son niveau d'origine et Michael termine les bras en croix, tandis qu'un tank apparaît sur la scène. Tout comme pour le History Tour, un soldat en sort et menace les gens présents sur scène, puis est rapidement calmé par un enfant qui vient lui offrir une fleur en signe de paix. À la différence près que cette fois, le militaire, bien plus virulent, vient chercher Michael sur le pont et le force à descendre. Le numéro se termine, comme à son habitude, avec beaucoup d'émotion. Quelques secondes plus tard, Michael est de retour pour en terminer. C'est You Are Not Alone qui va clore le spectacle. Au soir du 27 juin, quelques heures avant que ne débute le Michael Jackson and Friends munichois, Luciano Pavarotti rend la monnaie de sa pièce à Michael et annule sa participation au concert. Les 70 000 personnes qui assistent au concert dans le stade olympique de Munich en auront pour leur argent puisque le spectacle commencé dans l'après-midi durera près de 8 heures. Michael apparaît par surprise en fin d'après-midi sur scène pour représenter le numéro d'Andrea Bocelli. Les fans sont médusés et l'agitation monte d'un cran. Mais il va falloir encore être patient. En Allemagne, le concert est retransmis par la chaîne ZDF et c'est le présentateur vedette de l'émission Wetten das, Thomas Gottschalk, qui anime l'événement. Au cours du concert, sur des musiques du roi de la pop, de nombreux spots de sensibilisation sont diffusés à la télévision et font appel à la générosité des téléspectateurs. Comme à Séoul, un compteur est incrusté sur des petits écrans et l'on peut suivre en direct l'évolution des promesses de dons. Mais il est un peu plus de 21h et il est temps pour Michael de rejoindre la scène. Le spectacle est similaire à celui de Séoul. Le medley est exécuté, Slash fait son show, Billie Jean, Dangerous, tout y est. Mais pour Earth Song, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Alors qu'il est en pleine représentation, Michael rejoint le pont de non-retour. Alors que le chanteur est au sommet, la partie centrale s'élève vers le haut de la scène comme à Séoul, à ceci près que, cette fois, les moteurs qui retiennent les câbles tombent en panne, ce qui a pour conséquence de faire chuter la partie supérieure du pont à grande vitesse, avec Michael dessus, évidemment. Même ralenti par le grippage des moteurs, le chanteur s'écrase lourdement au sol. Hébété, mais ne laissant rien transparaître, Michael continue son show et termine sa prestation. En coulisses, c'est la panique. Toute l'équipe qui a vu Michael faire une chute de près de 15 mètres le croit mort, mais la peur fait vite place au soulagement lorsqu'il le voit remonter sur scène. Malgré tout, Michael est choqué et a des douleurs à la cheville et au dos. Le spectacle doit être interrompu, mais c'est sans compter sur la pugnacité du roi de la pop, perfectionniste jusqu'au bout. C'est sans changement de costume que Michael apparaît donc sur scène pour interpréter You Are Not Alone. À la fin du morceau, Michael quitte rapidement la scène pour rejoindre sa loge et perd connaissance. Le staff du chanteur le fait transférer immédiatement dans un hôpital munichois où il restera toute la nuit en observation. Le chanteur souffre d'une foulure à la cheville, d'une brûlure au bras et de troubles au dos qu'il supportera le reste de sa vie. Le lendemain, les médias se font l'écho de l'accident, surprenant le public présent la veille au concert qui ne soupçonnait absolument pas que quelque chose s'était mal déroulé. Quant à Michael, il avouera plus tard que lorsqu'il était en coulisses après l'accident et que tout le monde voulait arrêter le spectacle, il n'entendait qu'une seule chose, la voix de son père qui lui disait « Ne déçois pas le public ». Le 29 juin 1999, Michael et ses enfants arrivent au Plaza Athénée à Paris. Le chanteur
et dans la capitale dans le plus grand secret pour un rendez-vous avec un photographe français dont les clichés devront servir à la couverture et à l'illustration du prochain album. Les 3 et 4 juillet, Michael pose devant l'objectif d'Arnaud Bani. Arnaud Bani est un jeune artiste français qui mélange la photographie et l'infographie et décide de confier son image pour la sortie de son prochain album à cet artiste de talent. Au cours du mois d'août, Michael continue de travailler sur son nouvel album, dont la sortie est prévue pour le printemps 2000. De nouveaux producteurs sont régulièrement contactés et plus de 75 titres sont déjà prêts à être utilisés. Plongé dans l'enregistrement de son nouvel album, Michael ne se laisse que peu de répit durant ce mois d'août. Il ne sortira du studio que pour rencontrer le Dalai Lama le 15 août, puis pour fêter son anniversaire à Neverland le 29 août. Au cours de la fête, de nombreux amis sont présents, dont une vedette qui tourne autour de la pop star depuis quelques mois, Uri Geller, un pseudo-artiste israélien multicarte qui prétend avoir la faculté de psychokinésie. Au sommet de sa gloire dans les années 70, sa spécialité est de plier des cuillères avec la seule force de la pensée. Du moins, c'est ce qu'il laisse croire. Uri Geller est largement considéré comme un manipulateur et un charlatan. C'est donc cet homme, invité par Michael à fêter ses 41 ans, qui introduit dans l'entourage du chanteur un certain Shmuley Boteach, un rabbin américain ayant un pied dans les médias. Étant animateur de télévision et de radio, mais aussi écrivain, le rabbin Shmuley Boteach devient rapidement le conseiller spirituel du roi de la pop. Fin août, Michael décide d'annuler les concerts qu'il désirait donner pour célébrer le nouveau millénaire. Le premier aurait été donné à Sydney, première ville à passer à l'an 2000, et l'autre quelques heures plus tard à Honolulu. Le 8 octobre, c'est la stupéfaction dans les médias internationaux. Même si le doute sur la sincérité du mariage avait toujours fait partie des articles concernant le couple Jackson, la nouvelle tombe comme un coup près. Debbie Rowe demande le divorce. C'est devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles qu'elle dépose officiellement une demande de divorce évoquant des différends irréconciliables. Au milieu de ce mois de janvier 2000, Michael quitte Neverland et part pour Los Angeles afin de reprendre les sessions d'enregistrement de son nouvel album. Cette fois, c'est avec son ingénieur du son fétiche, Bruce Sweden, qu'il travaille en studio pour quelques semaines. Un nouveau personnage fait également partie de son escorte. Il s'agit de Dieter Wissner, un homme d'affaires allemand peu scrupuleux, poursuivi dans son pays pour avoir escroqué plusieurs entreprises. Michael, en grand philanthrope, se moque éperdument du passé houleux de certains de ses collaborateurs récents et s'entoure petit à petit de gens peu recommandables. Le 10 mai, Michael participe au World Music Award à Monaco et reçoit des mains du prince Albert un trophée le consacrant artiste du millénaire, étant le plus gros vendeur de disques pop du millénaire. À la fin de la cérémonie, Michael apparaît seul sur scène et prononce quelques remerciements choisis, puis, concernant la suite de sa carrière, il déclare « Vous n'avez encore rien vu ». Le monde jacksonien est en ébullition suite à cette petite phrase, espérant avec enthousiasme un retour imminent de la pop star. Le 27 août, Michael convie à Neverland une famille dont un des enfants âgé de 10 ans est atteint d'un cancer. Alors que la nuit tombe, le jeune garçon cancéreux et son frère demandent au chanteur s'ils peuvent dormir dans sa chambre. Michael accepte. Les deux garçons dormiront dans le lit, tandis que Michael et Frank Cascio, des amis de Michael, également présents, dormiront par terre sur un matelas. La famille qui entre dans la vie de Michael est la famille Arvizo. Les parents, Janet et David, et les trois enfants, Devlin, Star et Gavin. Le 29 août, les enfants des familles Arvizo et Boteach organisent en secret une petite fête surprise pour le chanteur qui fête alors ses 42 ans à Neverland. Courant septembre, Michael reprend l'enregistrement de son nouvel album. Il demande à Teddy Riley de travailler avec lui à la production de certains titres et de lui en fournir de nouveaux. Lentement, Dieter Wissner gagne la confiance de Michael et au cours de l'année, il deviendra son manager, alors qu'il n'a aucune compétence pour gérer une telle carrière. Le 28 octobre, Michael est au Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills pour assister à un gala de charité baptisé Carousel of Hope. Escorté de sa fidèle amie Elizabeth Taylor, le chanteur passe une agréable soirée et contribue notamment à récolter des fonds en faisant don d'une assiette sur laquelle il a peint un visage d'enfant. Dans la presse, des photos de cet événement circulent. Nombre de journalistes continuent de déverser leur haine et leur frustration sur Michael. Mais cette fois, les moqueries vont bon train sur son aspect physique. Il faut dire que Michael a l'air fatigué,
Un petit bouc se dessine autour de ses lèvres et sa bouche semble figée. Il n'en faut pas moins aux reporters, en tout genre, pour faire des commentaires graveleux sur le chanteur, allant jusqu'à l'insulter en le comparant au Joker, l'ennemi juré de Batman. Au mois de novembre, Michael assure qu'il vient tout juste de faire écouter 6 chansons aux responsables de Sony Music et qu'ils ont adoré. Mais la vérité n'est pas si plaisante. En effet, quelques heures plus tôt, Michael se trouve dans les locaux de Sony Music. Quelques représentants de la marque sont présents et attendent que le chanteur rende des comptes, car à l'heure actuelle, tous les budgets alloués à la production du nouvel album de Michael Jackson sont largement dépassés. Les dirigeants de la maison de disques veulent découvrir l'état d'avancement et la qualité du travail du chanteur. Ce dernier choisit donc 6 morceaux à leur faire écouter et ainsi leur prouver qu'il est toujours au sommet. Si, globalement, un accueil enthousiaste entoure l'écoute de ces 6 chansons, Tommy Mottola, le PDG de la maison de disques américaine, prend Michael à part et lui glisse à l'oreille qu'il n'est pas très emballé par ce qu'il vient d'entendre et demande à Michael de produire quelque chose de mieux, de plus actuel et qui pourrait plaire aux jeunes. Évidemment, à ce stade, Michael se sent blessé et humilié. Le chanteur fulmine intérieurement. Personne n'a jamais osé lui parler ainsi de sa musique. En colère, et malgré un coût de production de près de 30 millions de dollars pour son nouvel album, Michael ne mettra plus les pieds en studio durant plusieurs mois. Les bonnes relations avec Tommy Mottola deviennent brutalement froides et distantes. Michael, de son côté, cogite déjà à une nouvelle fuite du groupe Sony. Au cours de l'année 2000, Michael est souvent accompagné de Frank Cascio, un ami de longue date, toujours dans l'ombre du chanteur. Malgré l'amitié qui les unit depuis de nombreuses années, Michael demande à ce jeune homme de devenir son assistant personnel. Frank Cascio accepte volontiers de travailler pour son meilleur ami et décide également de changer de nom afin de différencier ses relations amicales et professionnelles avec Michael. Officiellement, Frank Cascio devient Frank Tyson et à tout juste 20 ans commence à gérer, en collaboration avec Dieter Wissner et le reste de l'équipe de Michael, la carrière du plus grand artiste que le monde ait connu. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt.